Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Dans un instant, le comédien Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille. Les faits remonteraient au milieu des années 80. L'acteur dément, mais Colin Berry maintient ses accusations. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Les dessous de cette affaire dans un instant. Ce sera juste après le dossier de la semaine. Le procès de l'innommable. Les jurés de la cour d'assises de la Marne ont jugé cette semaine la mère du petit Tony et son compagnon, cet enfant de 3 ans, Tony, qui est mort à l'âge de 3 ans en novembre 2016 sous les coups de son beau-père. Des coups d'une extrême violence, un acharnement répété auquel assistait quotidiennement Caroline, la mère de l'enfant. Elle n'a jamais rien dit, les voisins non plus. Ils ont tous les deux été condamnés, lui à 20 ans, elle a 4 ans. Leur profil, leur parcours, l'engrenage de la violence. Récit d'audience dans un instant avec Dominique, avec nos invités. Mais d'abord, le retour sur les images de la semaine avec Elisa Trana. Insoutenable, c'est le mot qui est revenu le plus souvent au procès. Insoutenable, le calvaire qu'a vécu Tony avant de mourir des suites des coups infligés par son beau-père. Pas moins de 150 blessures ont été relevées lors de l'autopsie. Tony vivait dans cet immeuble rémois avec sa mère, Caroline L'Étoile, et le nouveau compagnon de celle-ci, Loïc Vental. En septembre 2016, il fait sa rentrée scolaire. Les violences à la maison vont commencer quelques semaines plus tard. Ça a commencé donc à 7 heures avec l'enfant. S'il avait uriné au lit, c'était sa tête dans ses urines. Et puis après, il le tapait. On entendait aïe, oui. On a subi tout ça là, derrière cette porte. Les voisins regrettent aujourd'hui de ne pas s'être interposés par peur des représailles. En novembre, les coups du beau-père vont s'intensifier. À chaque fois que je lui mettais une claque sur la tête, il tombait sur le ventre, soit sur le bord du lit, soit sur un meuble. Une fois, je me suis rendu compte que j'y étais allé fort. La tête, elle a tapé par terre, ça a cassé son nez. Blessure à la tête, rupture de la rate. L'enfant subit, agonise pendant au moins 3 jours, sous les yeux de sa mère, incapable d'arrêter son compagnon. C'est une jeune femme, une gamine au moment des faits, qui est sous emprise, qui est anesthésiée, qui est paralysée. Au fil des semaines, le petit garçon était devenu trop calme pour un enfant de son âge. Les jouets avaient disparu de la chambre. Tony dormait sur un matelas, même le sol. Des signaux qui n'ont pas alerté ni la famille, ni l'école, ni les services sociaux. Un procès éprouvant pour une histoire... Je le disais, de l'innommable, de l'horreur. On va en parler avec nos 2 invités. Maître Caroline Raymond, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'avocate de l'association L'Enfant Bleu, partie civile dans ce dossier. À vos côtés, Mélanie Bertrand, du service police-justice de BFM TV. Mélanie, vous nous avez raconté jour après jour sur BFM TV ce procès, ces audiences. D'abord, on vient de rappeler les faits, ô combien horribles. On a peut-être besoin de comprendre qui est ce compagnon, qui est Loïc Vental. Qu'est-ce qu'on sait de lui aujourd'hui après une semaine de procès? Qu'est-ce que vous avez appris de lui? On a appris déjà son parcours de vie. C'est un enfant qui n'était pas désiré. Sa mère l'a dit à la barre, elle l'a répété à plusieurs reprises. Elle travaille beaucoup à ce moment-là. Elle le confie donc aux grands-parents. Il est élevé par ses grands-parents jusqu'à 11 ans. Et quand il retrouve son domicile familial, son père commence à le battre. Son père qui est alcoolique commence donc à battre son fils Loïc. Loïc tombe dans des addictions. Il se met à boire alors qu'il est très jeune. Il a 11-12 ans. Il dit qu'il commence à boire, à consommer des stupéfiants. Il a une scolarité chaotique, quasi inexistante. Et il tente des formations à droite à gauche, mais ça ne marche pas. Il multiplie les conquêtes alors qu'il est tout jeune adolescent, enfin jeune adulte. Et il tombe à la fois dans la violence, dans un parcours amoureux chaotique. Il se met à dealer du cannabis et en fait, il construit ses journées comme ça, en faisant des petits trafics, en traînant avec ses copains, en faisant des soirées alcoolisées tous les soirs. Et puis, il rencontre Caroline L'Étoile en septembre 2016. Et là, c'est l'engrenage d'une violence extrême qui se met en route. Mélanie, ça se passe dans quel milieu social ? C'est un milieu très modeste où il y a beaucoup de carences de la parole peut-être surtout parce que ce sont des gens, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression après une semaine de procès, qui ne parlent pas entre eux et qui ne parlent pas des choses graves. Un exemple pour vous donner... Pour vous raconter, Caroline L'Étoile à la barre a révélé, c'était déjà dans le dossier sans doute, vous deviez être au courant vous maître, mais... Donc la maman de Tony ? La maman de Tony explique qu'elle est victime, dit-elle, d'un viol alors qu'elle a 18 ans par le compagnon de l'une de ses sœurs.
Elle dit qu'elle en parle à sa mère et que sa mère la dissuade de porter plainte. Et quand sa mère vient à la barre, elle est interrogée et elle dit « Pour moi, ils étaient tous les deux consentants, il fallait pas parler de ces choses-là ». Donc on se rend compte que c'est des milieux où les crimes les plus graves sont enfouis. Et ce milieu-là, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de travail, survivent grâce au RSA, à la CAF, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Et du coup, on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas pris toute la mesure de l'horreur de ce qu'a vécu ce garçon. Ce que vous dites est d'ailleurs très intéressant quand vous parlez de carence de la parole, parce que la parole, c'est peut-être aussi ce qu'il a manqué pendant ce procès, c'est-à-dire des explications. On a le sentiment, en vous écoutant toute la semaine, en écoutant vos récits d'audience, que Loïc Vental, et peut-être même, et vous allez me le dire, que sa mère n'ont pas pris conscience de la violence de ce qui s'est passé, ou du moins il le raconte comme ça. Alors, Loïc Vental nous explique, mais vraiment en dernier lieu, qu'il aurait pris conscience aujourd'hui de la violence des coups qu'il portait à Tony. Je vais rebondir sur ce que disait à l'instant Mélanie Bertrand, puisque pour l'association L'Enfant Bleu que j'ai représentée dans ce procès, pour nous ça va plus loin que la loi du silence. J'ai employé en plaidant le terme d'omerta à dessein, puisque l'omerta au sens étymologique du terme, c'est le silence, bien évidemment, mais qui est volontaire et qui émane d'un clan. Et la défense de Caroline L'Étoile a d'ailleurs elle-même parlé du clan L'Étoile. Donc, à mon sens, dans cette famille où effectivement régnait une certaine loi du silence, c'était voulu. Personne n'a dit parce que personne ne voulait dire, parce qu'attention, ça allait causer des problèmes à la famille. Donc, on a préféré laisser mourir le petit Tony. Nous, à l'Enfant Bleu, cela va plus loin. Caroline L'Étoile, et c'est également ce que j'ai plaidé. Alors attention, elle n'était pas poursuivie pour cela. Elle n'était pas poursuivie pour complicité. Pour non-dénonciation. Pour non-dénonciation de mauvais traitements, ainsi que pour non-assistance à personne en péril. À ce titre, d'ailleurs, j'en profite pour indiquer que aujourd'hui, en tout cas, ces peines aujourd'hui ont été aggravées à l'initiative de l'association L'Enfant Bleu et ont été portées respectivement à 5 ans d'emprisonnement et 7 ans d'emprisonnement encourus. Ça n'a pas été appliqué à Caroline L'Étoile, puisque ça émane d'une loi du 3 août 2018 et que les faits concernant Tony dataient de 2016. Puisque vous parlez d'elle, j'aimerais qu'on a fait le portrait de Loïc Vental, de son compagnon. Mélanie, ce que l'on sait d'elle. On sait que c'est une jeune femme aussi, parcours de vie compliqué, scolarité chaotique, elle quitte l'école très jeune, elle est dans un milieu où ils sont, je crois, 7 frères et sœurs. Et elle dit, en fait, elle a été considérée un peu comme le vilain petit canard, en tout cas c'est ce qu'elle raconte à l'école, et quand elle tombe enceinte, elle est toute jeune, elle a 16 ans. Et elle dit, je pensais que cette grossesse allait me permettre de tourner la page, de passer à autre chose. Elle ne mesure pas évidemment à ce moment-là tout ce que la responsabilité d'un enfant à venir incombe à ses parents. D'ailleurs, le père biologique du petit Tony est à la barre et quand la présidente lui demande à l'époque, votre compagne vous dit qu'elle est enceinte, qu'est-ce que vous en pensez? Lui répond par quelques mots, c'est son choix. On n'en a pas beaucoup parlé. Comme si évidemment il n'avait pas pris mesure. Donc elle tombe enceinte de Tony à 16 ans, elle s'installe, elle a un petit appartement à Reims, dans un quartier, le quartier de Châtillon à Reims. Et en fait, elle commence... elle travaille pas et l'une des copines raconte on fait des soirées alcoolisées entre adultes, il y a de la musique très fort, d'ailleurs les voisins se plaignent, on fume du cannabis, on boit et ce petit garçon en fait on a l'impression qu'il grandit tout seul, il est seul dans sa chambre, il y a les adultes à côté qui font des soirées jusqu'à 3-4 heures du matin, personne ne prend vraiment soin de lui. Alors elle répète pendant tout le procès qu'elle était une mère aimante et c'est ce que disent aussi ses proches, il faut pas non plus noircir le tableau plus qu'il ne l'est. Ses proches disent oui c'était une maman aimante mais qui sans doute évidemment avait des carences elle aussi dans son éducation. Question à toutes les deux, parce que vous avez parlé maître tout à l'heure de l'omerta et c'est important, donc il y a la maman, il y a le compagnon de la maman, et puis il y a toutes les personnes qui sont autour d'elle. Je voudrais juste qu'on rappelle quand même, alors il y a une jeune femme qu'on va appeler que par son prénom, Caroline, qui est une amie de la mère de Tony, qui la croise, l'enfant a le visage complètement tuméfié, et elle dit, alors je cite l'agence France Presse, et vous l'avez dit à l'antenne, oh putain, son visage, on aurait dit un œuf de Pâques. Mais Caroline L'Étoile lui répond, il est tombé du toboggan. La même personne dit, il m'a répondu, tonton, il me tape. Donc elle avait cette information que Tony était frappé par Loïc Vental. Et dernière chose, elle a collé une affiche dans l'ascenseur contre les violences faites aux femmes et aux enfants. D'accord ? Il y a un autre personnage qui s'appelle Jonathan, et le voisin du dessous, qui dit, lui, j'entendais des bruits, je suis allé prévenir le bailleur est allé prévenir la police, mais que pour une affaire de tapage.
de bruit. Hein. Et le même personnage dit qu'il est allé voir une assistante, non c'est Caroline, elle dit qu'elle est allée voir une assistante sociale et l'assistante sociale lui a dit « ça n'est pas mon secteur ». Comment se fait-il que tous ces personnages aient pu passer à côté de l'histoire et du drame que vivait Tony? C'est évidemment le deuxième drame de ce procès. Et par moments, on avait l'impression aussi, quand ils étaient interrogés, ces gens-là à la barre, que c'était aussi leur procès à eux, finalement, ce procès de tout cet entourage qui n'a rien dit. Mais là, vous citez des gens qui sont dans l'entourage, mais même le père biologique voit son fils tous les 15 jours, le week-end. Le petit arrive avec des cocards, des bleus. Il lui demande ce qui s'est passé. Et le petit dit c'est copain maman qui m'a tapé. Le père demande des comptes à son ancienne compagne, Caroline L'Étoile. Elle lui dit non, c'est rien, c'est une chute à l'école. Et ça ne va pas plus loin. Alors oui, c'était un couple qui ne s'entendait plus bien, ils s'étaient séparés, donc sans doute difficile d'avoir plus de réponses. Mais tous ces gens-là ont vu des bleus. Et peut-être à la barre ont-ils aussi minimisé ce qu'ils ont vu parce qu'ils disent qu'ils voient des bleus. Les légistes racontent quand même un corps supplicié avec des ecchymoses partout. Donc on se dit, il y avait sans doute autre chose que des bleus et ces gens-là n'ont pas posé de questions. Et l'institutrice de Tony, qui dit je voulais pas dénoncer le fait, j'avais peur de tomber sur la diffamation à l'encontre du beau-père. C'est ce que dit le voisin, Jonathan, qui d'ailleurs a été poursuivi pour information, poursuivi pour non-dénonciation, relaxé en première instance puis en appel, et le parquet général se pourvoit en cassation. Lui aussi, il dit je voulais pas d'histoire, j'étais pas sûr, donc à défaut d'être sûr, j'ai préféré rien faire. Et c'est évidemment ce sur quoi les associations... C'est un cas à part ou c'est malheureusement ce qui se passe souvent? Alors malheureusement, ce n'est pas un cas à part, mais je rejoins Mélanie Bertrand sur ce qu'elle vient de dire. Et tout à l'heure, quand je parlais d'omerta, c'est l'omerta au niveau familial, je l'ai dit, mais également au niveau du voisinage, au niveau amical, au niveau relationnel, ainsi qu'au niveau de l'institution scolaire. Et j'irai plus loin en disant que la directrice d'école, qui était donc la maîtresse de Tony, nous a dit à la barre, oui, on a vu qu'il avait des bleus, mais on voulait faire un signalement ou une information préoccupante, mais on n'était pas sûr, et donc finalement, on ne l'a pas fait. Il se trouve que vous l'avez rappelé, Tony avait au minimum 60 ecchymoses sur l'ensemble du corps et de nombreuses, un tiers des lésions au niveau de la tête. Donc il avait un œuf de pigeon, un bleu de la taille d'un œuf de pigeon qu'avait vu Caroline, l'amie effectivement de Caroline L'Étoile. Personne n'a alerté, tout le monde a vu. Donc effectivement, là aussi l'omerta... Pour alimenter ce que vous dites, parce que j'imagine aussi la position dans laquelle se trouve cette directrice d'école, ceux qui étaient à côté, qui n'ont pas osé dire. Est-ce que c'est parce que c'est difficile d'accuser quelqu'un de ce genre de fait, parce qu'on sait que les responsabilités sont extrêmement lourdes, que de dire cette mère, ce père frappe peut-être leur enfant? Alors écoutez, monsieur, je vais vous dire, et déjà pour la directrice d'école, c'est une obligation, il faut alerter pour sauver. Alerter pour sauver, j'en profite pour dire que l'Enfant Bleu a lancé une plateforme unique, alerterpoursauver.org, qui s'adresse tant aux enfants qui peuvent éventuellement accéder à Internet qu'aux adultes. Il vaut mieux alerter pour sauver un enfant et se tromper, parce qu'on ne risque aucune sanction pénale, plutôt que de ne rien dire. Et quand on voit... Alors des bleus sur les jambes d'un enfant de 3 ans et demi, ça peut éventuellement être consécutif à des chutes à l'école ou à des jeux entre enfants de cet âge-là. Mais quand on voit que le visage de l'enfant est tuméfié, Caroline L'Étoile a bien vu que son compagnon éclatait le nez de l'enfant, qu'il donnait des claques et des coups de poing à tel point que Tony volait dans l'armoire. Il boite aussi. Il a le bassin fracturé, donc il boite. Donc forcément, on voit un enfant qui boite. Enfin, je veux dire, c'est des choses... voilà, que les voisins ont du mal à expliquer. Qu'est-ce que vous pensez toutes les deux du verdict? 4 ans pour la mère, 20 ans pour le beau-père. Est-ce que le parquet pourrait faire appel? Le parquet pourrait faire appel. L'avocat général avait requis 30 ans. C'était la peine maximale. Donc 15 de sûreté. Donc 15 de sûreté, c'est ce que risquait la peine maximale contre Loïc Vental. L'avocat de Loïc Vental, à la sortie de l'audience vendredi soir, était plutôt satisfait parce qu'il disait peut-être que les jurés ont vu dans mon client cette humanité qu'on ne pensait pas qu'il avait transparaît pendant toute cette audience, qu'il avait changé, qu'il reconnaissait les faits. C'est un verdict que l'on peut trouver assez clément, effectivement. On pensait qu'il allait prendre plus, et on va voir si le parquet fait appel. Nous, on a eu le sentiment de quelqu'un qui ne mesurait pas les propos même qu'il disait à la barre, tellement c'était effrayant et que lui semblait dénué d'émotion, mais visiblement, il a convaincu en quelque sorte une partie des jurés. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que Caroline L'Étoile a invoqué en permanence dans ce procès la peur qu'elle avait de son compagnon, mais les experts nous l'ont bien indiqué, elle n'était pas sous emprise, elle était soumise
peut-être, mais elle avait choisi de l'être. Et elle était soumise, parce qu'elle avait choisi de l'être, par amour, mais pas par amour de son enfant, par amour de Loïc Vental. Et permettez-moi de rappeler le numéro vert, le 119, ou alors, en cas d'urgence absolue, contacter les services de police et de gendarmerie alertés pour sauver un enfant. Et le message est bien passé encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélanie Bertrand sur le plateau d'Affaires suivantes. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission. Et on va revenir sur ces accusations formulées contre l'acteur Richard Berry. Sa fille Colline qui l'accuse d'inceste. Les faits remonteraient au milieu des années 80. Richard Berry dément formellement. Alors que sait-on réellement de ces accusations? Quelle suite possible? Tous les éléments de réponse, c'est dans un instant. Il est bientôt 13h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité. Police, justice. Dans un instant, nous vous raconterons les derniers rebondissements de cette affaire véritablement digne d'un film. Un chef d'entreprise qui décide de faire éliminer sa principale concurrente. Et pour atteindre son but, il va recruter des agents du renseignement français prêts à passer à l'acte. Marie-Hélène Dini va échapper à la mort in extremis. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Ce sera juste après l'affaire de la semaine. Parole contre parole, Richard Berry dément les accusations portées contre lui par sa fille, Colline Berry, qui l'accuse d'inceste. Les faits se seraient produits au milieu des années 80, des jeux sexuels proposés alors qu'elle n'avait pas même 10 ans. Aujourd'hui, la famille Berry implose avec 2 camps. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Que sait-on exactement de cette affaire? Quelle suite possible? Les explications, le décryptage, c'est avec notre invité, avec Dominique, dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette semaine où tout a éclaté au grand jour avec Elisa Trana. Elle accuse son père de l'avoir violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle n'avait qu'entre 6 et 10 ans. Colline Berry-Rochman, la fille de Richard Berry, a porté plainte et c'est l'acteur lui-même qui a choisi d'évoquer l'affaire publiquement sur un réseau social. Je dément de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Réponse de sa fille, elle aussi, sur les réseaux sociaux. Ma narration des faits n'a jamais varié. C'est cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle qui a dû participer à ces jeux sexuels, c'est elle qui a déposé plainte. C'est la lecture du livre La Familia Grande dans lequel Camille Kouchner accuse son beau-père d'inceste qui a poussé Colline Berry-Rochman à porter plainte. La célébrité de son père, c'est quelque chose qu'elle a toujours eu justement bien sûr dans le viseur. Elle a toujours pris ça en compte. Et là, la lecture de ce livre, d'un coup, lui a fait réaliser que effectivement, il y avait une porte qui s'ouvrait. Depuis, c'est tout un clan derrière le père et la fille qui se déchirent publiquement. Richard Berry, 70 ans, peut compter sur le soutien de son ex-compagne Jean Manson, elle qui était présente selon Colline lors d'un jeu sexuel qu'elle appelle le jeu de l'orchestre. La fille de celle-ci, la chanteuse Chirelle, nie fermement elle aussi tout acte déplacé. Moi, elle a dit que j'étais dans la chambre avec eux. J'avais 6 ans ou 7 ans et je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé, jamais. Colline Berry-Rochman, elle est soutenue par sa mère, l'actrice Catherine Hegel, et sa cousine Marie-Lou Berry. Et avec nous, Aziz Zemouri, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Point et c'est vous qui avez publié en premier, en début de semaine, cette réaction, ce démenti de Richard Berry. Vous l'avez dévoilé au grand jour. Peut-être d'abord, on a besoin de comprendre la genèse de comment vous en êtes arrivé à être informé de ce démenti de Richard Berry. Comment ça s'est passé ? En fait, on avait l'info depuis quelques jours en fait, une plainte avait été déposée par la fille de Richard Berry et nous en fait on a révélé l'existence de la plainte, on n'a pas seulement révélé la réaction de Richard Berry. Vous avez sorti l'affaire. On a sorti l'affaire absolument. Donc vous croyez que c'était Le Monde, non ? Non, pas du tout. Je sais pas. Il y a une relecture apparemment du journal Le Monde là-dessus, mais c'est nous qui avons été les premiers à révéler la plainte de la fille de Richard Berry. Et c'est ensuite donc ça s'est emballé un peu, en milieu de semaine, donc le mardi ou le mercredi, je crois. Et ensuite, on a contacté j'ai contacté tous les protagonistes, l'avocate de Colline Berry, la maman sa maman Catherine Hegel, ensuite les avocats de Richard Berry et ses attachés de presse, etc.
Et c'est en fait la raison pour laquelle Richard Berry en fait diffuse une réaction, c'est parce qu'en fait il a plus le choix, parce qu'on s'apprête à sortir l'information, et quand il sait qu'on s'apprête à sortir l'information, il nous envoie une réaction qu'on diffuse quelques minutes ou quelques heures avant sa réaction, avant la diffusion sur Instagram, je crois. Cette affaire, elle a conduit à une implosion du clan Berry. Est-ce que déjà dans les coups de fil que vous aviez passés quand vous étiez au courant, avant de sortir cette affaire, vous aviez senti qu'on allait vers deux paroles opposées, deux clans ? En fait, le point de départ, c'était assez compliqué et assez complexe, parce qu'en fait, la partie accusatrice souhaitait pas s'exprimer. En fait, visiblement, il y avait une sorte de, d'après ce que j'ai compris, une sorte de plan média. Et nous, le point, on arrivait visiblement à bousculier un peu ce qui était prévu. Ouais, visiblement, ouais. Enfin, c'est ce que j'ai compris a posteriori. Hein. Et parce qu'en fait, lorsque je contacte Catherine Yeagle, donc la maman de Colin Berry, donc elle me confirme qu'effectivement sa fille a déposé plainte, mais elle veut pas, elle tient pas en dire plus, etc. Et j'ai dû d'ailleurs batailler pour obtenir le nom de l'avocate de Colin Berry, et qui n'était d'ailleurs assez mécontente qu'on révèle nous cette affaire, parce que visiblement, encore une fois, j'ai compris qu'il y avait un plan média, mais après voilà, ensuite j'ai su les explications de parole, c'était compliqué, parce que justement les uns disaient une chose, les autres d'autres, et c'était extrêmement complexe, et donc je pense que la solution qu'on a choisi de publier à la fois la réaction de Richard Berry et la plainte en même temps, c'était l'équilibre. Me semble-t-il, oui. Aziz, donc il y a la réaction de Richard Berry sur Instagram. Richard Berry qui est quand même l'un des acteurs préférés des Français, acteur fétiche sur Instagram. Et est-ce que il vous répond personnellement ? Non, lui envoyer des SMS, non ? Non, Richard Berry ne me répond pas personnellement. Il envoie une réaction via son attaché de presse et sa com, la longue réaction qu'on a pu lire par la suite. Et c'est le seul contact. En tout cas, moi, j'ai un contact avec les personnes qui s'occupent de sa communication et ses avocats, mais pas directement avec Richard Berry. Donc, je ne sais pas exactement. J'ai pas de contact direct avec Richard Berry, en tout cas cette période. Sur le fond, qu'est-ce qu'on sait du mode de vie de Richard Berry et Jen Hansen à ce moment-là, au moment où les faits se seraient déroulés? Après, moi, je suis pas spécialiste des relations à l'intérieur du show business. Je m'intéresse moi à ces questions parce que la police et la justice sont saisies. L'enquête est ouverte. Voilà, évidemment. Mais sinon, donc là, ce que je sais, d'ores et déjà, c'est que la brigade de protection des mineurs récupère en ce moment des éléments, et beaucoup d'éléments sur leurs relations, et notamment, les relations au début des années 80. Parce qu'en fait, Jen Manson et Richard Berry ont été mariés de 84 à 86, et beaucoup plus tard, Jen Manson a écrit un livre où elle racontait les relations qu'elle avait avec Richard Berry, qui étaient des relations particulièrement difficiles, et de violence physique et morale, même si dans le même livre elle dit que elle lui a pardonné depuis. Après la fille de Jen Manson raconte qu'elle était présente au moment où les faits se seraient déroulés, mais elle dit qu'elle n'a rien vu, donc c'est assez compliqué, quoi, en fait. Cette enquête désormais, ça va aller comment? Est-ce que Richard Berry pourrait être entendu? Ah oui, bien entendu. Oui. Déjà, le premier point, c'est que la fille, donc la plaignante, Colin Berry, sera entendue le 9 février. Et ensuite, évidemment, Richard Berry le sera aussi. Mais ce ne seront pas les seules personnes qui vont être entendues, puisqu'il y a Jen Manson est aussi visée par la plainte, sa fille qui était témoin des faits aussi. Donc là, on est parti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'enquête. Ce n'est qu'un début. Merci beaucoup, Absolument. Aziz Emory, d'être venu sur ce plateau, vous qui avez sorti cette affaire cette semaine. Merci beaucoup. Tout de suite, les invités de la semaine. C'est une histoire à peine croyable. Le 24 juillet dernier, Marie-Hélène Digny, experte en coaching, va échapper de peu, mais de très peu, à la mort. L'un de ses concurrents a en effet passé un contrat sur sa tête. Il a demandé à 2 agents de la DGSE de l'exécuter. Ils étaient prêts à passer à l'acte quand un voisin de Marie-Hélène Digny a fait capoter leur projet. 3 nouvelles arrestations ont eu lieu cette semaine et permettent désormais d'y voir plus clair sur cette affaire. Marie-Hélène Digny sera notre invitée dans un instant sur ce plateau. Mais d'abord, les faits de cette histoire totalement folle avec Elisa Tran. Elle a échappé de justesse à la mort. Son nom, Marie-Hélène Digny, figurait sur un contrat d'exécution commandité par l'un de ses concurrents dans le milieu professionnel du coaching, Jean-Luc B.
Pour éliminer son adversaire, cet homme n'a pas hésité à faire appel à des amis francs-maçons. Au sein d'une loge basée dans l'ouest parisien, ce petit groupe a fait du crime sa spécialité. Pour exécuter la mission, cette cellule, dont un membre est un ancien agent du renseignement, active son réseau. Des intermédiaires leur permettent de constituer une équipe de tueurs à gages, en allant recruter au sein même de la DGSE, le service de renseignement et d'espionnage français. Ces jeunes agents, crédules, s'appellent Pierre et Karl, nom de code, Dagomar et Adélard. En acceptant ce contrat, ils se disent persuadés d'agir au nom de l'État. Le 24 juillet dernier, les 2 agents armés sont planqués devant le domicile de leur cible dans une voiture volée. Ce matin-là, ils doivent passer à l'acte. Mais un passant, intrigué par leur présence, alerte les forces de l'ordre. Arrêtés, ils passent aux aveux. Rapidement, l'armée dément toute implication. Au gré des auditions, les enquêteurs parviennent à remonter toute la chaîne et découvrent que le groupuscule de francs-maçons n'en est pas à son premier crime. 2 ans auparavant, un pilote de rallye avait été tué parce qu'il avait des dettes. Sa dépouille avait été retrouvée, enterrée dans un bois de la Haute-Loire. Et pour comprendre cette histoire totalement folle, digne d'un film, avec nous, Marie-Hélène Digny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'École française de coaching. C'est sur vous qu'un contrat avait été passé. Évidemment, ça nous laisse un peu sans voix. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. À vos côtés, Gilles Saccaz, bonjour, merci d'être là. Vous êtes ancien cadre du service action de la DGSE, président fondateur de Galis. Et Damien Delceni est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, chef du service police-justice. Et vous avez suivi cette affaire de près. D'abord, évidemment, Marie-Hélène Digny, on va envie de vous demander d'entendre dans vos mots ce qui s'est passé ce 24 juillet dernier. Bien écoutez, en fait pas grand-chose. J'avais été agressée 9 mois plus tôt par 2 individus qui m'avaient assommée et donc tabassée, frappée à terre. On m'avait volé mon ordinateur portable et était en cause une Clio noire. Et donc le 24 juillet au matin, je sors un peu en retard sur mon horaire habituel et effectivement je vois un attroupement de policiers autour d'une Clio noire. Et donc je vais voir la police, je dis écoutez, j'ai été agressée, il y avait une Clio noire, et là on me répond bah écoutez, s'il y avait une Clio noire, on reviendra vers vous. Les policiers avaient l'air très comment dire, tendus et occupés, et donc j'ai passé mon chemin. Donc ce jour-là, pas grand-chose en fait, si ce n'est que j'ai effectivement vu la voiture de police, la Clio noire pas très loin de la mienne, et 2 individus dans la voiture de police. Et c'est après que vous allez donc apprendre que les 2 individus qui étaient à l'intérieur étaient là pour vous tuer. Oui. On a du mal à imaginer ce qu'on peut avoir dans la tête quand on apprend que quelqu'un a passé un contrat sur nous. Oui, je l'ai appris en fait par bribes, puisque j'ai d'abord vu 8 personnes de la police judiciaire arriver chez moi et fouiller intégralement mon appartement, désosser mon scooter, désosser ma voiture, voilà, en ne m'expliquant pas de quoi il s'agissait, en me demandant si je détenais des documents sensibles. Et donc je l'ai appris en fait par tout petit bout, en disant vous êtes soupçonné. Enfin voilà, au départ, j'étais plutôt accusée, si vous voulez. Et j'ai réalisé près d'1 semaine après, en fait, quand on m'a dit voilà, vous partez en vacances et soyez prudente. Et là, je me suis dit, c'est dangereux. Quand vous êtes agressée la première fois, Marie-Hélène Digny, est-ce qu'on vous dit quelque chose? Est-ce que les hommes qui vous agressent vous disent quelque chose? Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur qu'on vous vole? Dans mon ordinateur, il y a tous mes dossiers, évidemment. Enfin, ils sont surtout dans une Dropbox, en fait. Des dossiers de quoi? Pardon, mais est-ce que vous détenez des choses, des informations sur ma société. Je détiens aussi un dossier RNCP que je fais pour la profession, c'est-à-dire pour... Très vite, votre société, c'est quoi? Vous faites quoi? Alors, je dirige un organisme de formation et je crée avec des collègues à ce moment-là un dossier commun pour une habilitation de l'État, une inscription au registre national des certifications professionnelles. Pour faire simple, si j'explique, réglementer la profession, ce qui n'a pas forcément plu à l'homme qui a passé un contrat sur votre tête. Évidemment, la question, c'est qui y avait dans cette Clio? Pas n'importe qui. Non, il y a deux personnels de la DGSE. Alors ça, on le découvre assez vite. C'est pas très commun de trouver des membres de la DGSE dans une affaire comme celle-là. Donc, au départ, on se pose un peu tous la question, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement ils étaient venus officiellement
en mission à cet endroit-là, ou est-ce que c'est des gens qui ont un peu débordé, voire beaucoup débordé de leur mission de base. Mais c'est vrai que d'emblée, cette affaire, elle ressemble pas à une autre parce que on se rend compte que ces exécutants, c'est des gens qui sont appointés, qui sont militaires, qui travaillent en plus. Alors, on apprend ça au fur et à mesure, mais on sait qu'ils travaillent dans une base à côté d'Orléans, qui est un site très sensible. Sercotte. Voilà, Sercotte de la DGSE. Donc, tout de suite, on se demande un peu ce que font deux personnels de la DGSE dans cette rue à Créteil, en planque, avec une arme à feu chargée dans la voiture, tout un attirail que les policiers découvrent dans le véhicule qui est assez surprenant parce que c'est à la fois des professionnels entre guillemets et en même temps ce qu'ils découvrent dans la voiture est parfois assez étrange. Ils découvrent un système de silencieux avec des boîtes de compote, enfin des sachets de compote. Enfin, il y a un mélange de bricolage et de choses un peu de professionnels. Donc nous on commence à travailler sur cette histoire avec ce premier maillon de la chaîne. On va en découvrir d'autres après. Mais le premier maillon de la chaîne, c'est ces deux agents qui sont arrêtés dans cette voiture et qui, au début, sont assez silencieux sur la raison de leur présence à cet endroit-là. Deux agents de la DGSE, les renseignements, pour ceux qui ne sont pas dans les arcanes de tout cela, à qui on a fait croire que c'était une mission officielle, que de tuer madame, pardon de vous dire ça comme ça devant vous, et qui étaient prêts à l'appliquer. Alors moi, ça m'amène pas mal de questions, Gilles Sacaz. D'abord, est-ce que ça veut dire qu'officiellement, l'armée, l'État, pourrait avoir passé et commandité le meurtre de quelqu'un en France? Bon, vous avez compris que je ne vais pas avoir le meilleur rôle. Non, mais celui de la pédagogie. Mais vous tout n'étiez à votre pas dans honneur. la Clio noire. Mais je n'étais pas dans la Clio noire. Non. Bon, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, les gens en question qui ont été interpellés et qui sont impliqués dans cette affaire ne sont pas véritablement des gens du service action, c'est-à-dire c'est pas des gens opérationnels, c'est pas des gens qui ont suivi les cursus opérationnels, c'est des gens qui n'ont aucun savoir-faire sur ce plan-là, c'est important quand même pour que les gens comprennent bien. Ce sont des gens qui sont sur des fonctions support, ce sont des militaires qui ont été recrutés par la DGSE, donc qui sont sur le plan juridique, la formulation est bonne, hein, ce sont des gens qui étaient à la DGSE, mais c'est absolument pas le cœur de métier de la DGSE, c'est des gens qui étaient sur des fonctions support, qui faisaient le gardiennage, en gros, d'un site. Alors, ça ne dédouane de rien. Mais qui ont pu croire de bonne foi que l'armée leur commandait de tuer quelqu'un? Non. Pour avoir vécu la DGSE de l'intérieur et le service action de l'intérieur, je peux vous dire que les choses elles sont suffisamment bien cloisonnées. Les gens qui faisaient ce boulot-là savent très bien qu'ils ne sont pas opérationnels, savent très bien qu'ils ne peuvent pas être sollicités sur une mission opérationnelle. Il y a zéro ambiguïté, si vous voulez. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand on voit le contexte, le contenu des enjeux, on n'est pas sur des choses. Je peux vous poser une question à laquelle vous n'allez peut-être pas me répondre, mais ça pourrait arriver avec d'autres agents? On commandite des assassinats en France? Alors, ça n'est jamais arrivé. Donc, si ça n'est jamais jusqu'à présent, on ne peut pas faire un procès d'intention. Ça n'est jamais arrivé. Alors, bien sûr, à un moment donné, on quitte les systèmes. Donc, la DGSE, c'est le temple de la sécurité. Je veux dire, faut quand même bien avoir conscience de ça. S'il y a une administration, une administration liée à la sécurité nationale qui est ultra contrôlée, c'est la DGSE. Elle est contrôlée de l'extérieur, évidemment. Comme beaucoup d'autres, elle est contrôlée de l'intérieur. Ça, c'est quand même moins courant. Elle est contrôlée, si vous voulez, il y a un service de sécurité à l'intérieur de la DGSE. Qui est lourd même. Les procédures sont très lourdes quand vous vivez de l'intérieur. Vous vous mariez, vous vous déplacez, vous partez en vacances. Pour rentrer à la DGSE, c'est pas facile. C'est très filtré sur le plan sécuritaire. Hein. Je parle pas du savoir-faire, etc. Mais Gilles Sacaz, la question de Philippe, est-ce que la DGSE fait des opérations homicides en France? Non, la DGSE n'a pas vocation à faire des opérations homicides homo, pour employer le terme, en France. Et de toute façon, si elle le faisait, je vous dirais non de toute façon. C'est pour ça que par précaution, j'avais dit que vous n'alliez pas me répondre. C'est drôle, je le savais. Merci d'être venu nous voir, ça nous a fait plaisir. Mais la doctrine d'emploi, pour répondre sérieusement, la doctrine d'emploi de la DGSE, c'est pas de travailler sur le territoire national. Bon, ça c'est connu, hein, je veux dire. Après, il y a des aménagements, une affaire qui démarre à l'extérieur, peut-être suivie sur le territoire, et inversement, la DGSI peut suivre une affaire à l'extérieur quand elle a démarré sur le territoire. Donc il y a des accords. Tout ça, ça s'est largement apaisé quand même sur les dernières décennies. Mais la DGSE n'a pas vocation à travailler sur le territoire. On a compris votre réponse. Damien Delceni, comment ces agents sont recrutés? Comment on leur fait croire qu'a priori, ce serait une demande officielle? Comment tout ça s'organise au sein d'une loge maçonnique, j'ai bien compris? Alors ça, on va le découvrir bien plus tard. Il va falloir plusieurs mois pour le découvrir. On va d'abord donc découvrir ce premier maillon de chaîne qui est ces deux personnels de la DGSE. Alors c'est vrai qu'assez vite, on se rend compte qu'ils occupent des fonctions qui sont pas vraiment des fonctions d'agents actifs. Donc on se pose la question de savoir pourquoi eux, si la mission est officielle. Après, on nous parle d'un lien de la victime à l'époque que nous on connaît pas du tout avec avec le Mossad, avec les services secrets israéliens, qui est une sorte. Madame aurait travaillé pour le Mossad et c'est pour ça qu'on aurait officiellement demandé. En tout cas, c'est la première version. Félicitations, c'est la première version qui est donnée, c'est-à-dire que c'est une explication en fait qu'on veuille la supprimer, c'est-à-dire qu'elle travaille pour un service étranger, qu'elle a été prévenue plusieurs fois, qu'on a essayé de l'alerter et que là,
on passe à l'étage supérieur. Tout ça nous étonne tout de suite beaucoup, parce qu'effectivement, la DGSE, en plus en théorie, quand elle fait une opération et qu'elle est réussie ou qu'elle est ratée, on n'entend pas parler de toute façon. Donc là, c'est vrai qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de vagues autour de ça, c'est déjà surprenant. Donc après, l'enquête, elle va évoluer sur les commanditaires de ces deux personnes qui sont dans la Clio Noire ce jour-là. Et on va découvrir un premier niveau avec des personnes qui sont, pour certains, beaucoup dans la sécurité privée, qui peuvent avoir eu un passé un peu dans la police, mais qui peuvent être en disponibilité ou en retraite. Et on découvre ce premier niveau avec plusieurs personnes qui, effectivement, vont être celles qui ont été en contact avec les deux personnels de la DGSE, qui les ont recrutés en quelque sorte, et qui sont pas du tout des personnels officiels. C'est pas du tout des gens de l'armée, c'est pas du tout des gens de l'État, c'est des gens qui ont des boîtes de sécurité privée pour la plupart, et qui ont recruté cette équipe. Et en fait, le dernier maillon qu'on découvre là, il y a quelques jours, quelques semaines, c'est un peu le maillon des commanditaires, des vrais commanditaires, c'est-à-dire qu'on se rapproche effectivement de cette loge maçonnique à Puteaux, où on découvre une espèce de, alors le mot est peut-être pas choisi, mais une espèce de marigot avec c'est rue de Puteaux, c'est pas à Puteaux, c'est rue de Puteaux, pardon. Et on découvre effectivement des gens qui sont chefs d'entreprise. Il y a aussi un ancien policier des renseignements de la DCRI à l'époque qui est à la retraite et qui fait partie de cette loge. Et puis tous ces gens-là, on se rend compte via des témoignages que ils montent des opérations d'intimidation, ils montent des opérations d'incendie de véhicules, et même on l'apprend à ce moment-là. Vous sortez cette information donc. Ils ont tué un pilote de course. Voilà. En fait, ça, c'est un des policiers quand il est arrêté, un des anciens policiers quand il est arrêté, en garde à vue, il explique, il dit, il y a eu un précédent à Madame Dini, un précédent réussi, celui-là, c'est-à-dire que il y a un pilote de course qui avait beaucoup de dettes apparemment, qui avait donc un différend avec ces personnes-là qui se connaissaient dans cette loge, et dont il a été décidé qu'il fallait le supprimer. Cette histoire est complètement dingue. Il y a un homme derrière, celui qui vous en voulait, qui a été au point de demander votre tête. Cet homme, vous vous êtes méfié de lui un jour? Il était violent, il était excessif, Quel rapport vous pouviez avoir avec cet homme? Non, j'avais des rapports, je vous dirais pas qu'on était d'accord sur tout, bien au contraire, puisque effectivement on s'affrontait sur certains dossiers. Bon, c'est quelqu'un qui a du tempérament, et du caractère et du charisme. Voilà, mais après, il n'y a jamais eu ni insulte, ni même le ton qui monte, rien, en fait. Vous qui êtes des spécialistes de ces affaires-là, et d'un mot, mais qu'on passe un contrat sur la tête de quelqu'un, ça semble quand même complètement dingue. On connaît les règlements de compte, on connaît les petits meurtres entre amis ou entre ennemis, mais passer un contrat pour aller jusque-là, on est vraiment dans quelque chose d'inédit. Là, le delta, en fait, il est dans qu'est-ce qu'exactement pesait la menace de Madame Dini sur les activités de ce monsieur. A priori, il n'était pas voué à la ruine si les activités de Madame Dini se développaient. Donc, ce qu'on comprend pas du tout, c'est l'exagération entre ce que peut représenter comme gêne Madame Dini dans leurs affaires et la décision disproportionnée d'aller monter un contrat sur elle. Donc maintenant, ils vont rendre des comptes à la justice, ces gens-là. La brigade criminelle travaille. Il y a un juge de Paris qui a récupéré l'affaire de Nanterre, les suspicions de meurtre sur le pilote. Mais est-ce qu'à la DGSE, il va y avoir rétex, réflexion autour de ça, Gilles Sacaz? Oui, très Comment certainement. ça va se passer? Très certainement. Je ne sais pas comment ça va se passer, je n'y suis plus, mais en tout cas, très certainement qu'il y a une remise en question. Il va y avoir, parce que c'est, encore une fois, c'est le temple de la sécurité. Là, il y a quand même des questions derrière qui doivent se poser en termes probablement de filtrage, de contrôle, de surveillance. Après, la DGSE, elle fait partie de la République, donc si vous voulez, on peut pas. Et je vous dis, c'est déjà très lourd, le contrôle, quand vous êtes fonctionnaire à la DGSE. D'ailleurs, quel que soit opérationnel ou pas, vous avez des contraintes sécuritaires qui sont très lourdes. Donc je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin d'ailleurs, mais en tout cas les protocoles vont être certainement retravaillés. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de voyous dans cette histoire-là. Il y a que des gens qui sont soit des anciens policiers, soit des gens dans la sécurité privée, soit des chefs d'entreprise, soit des agents, des gens appointés à la DGSE. Qui rend cette histoire encore plus... Et qui, pour un désaccord, mettent un contrat sur la tête de quelqu'un. Donc on a régressé de 20 ou 30 ans. En tout cas, on est content que vous soyez là avec nous. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. On vous souhaite une longue et belle vie, une longue et belle carrière. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. Et à toi aussi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon dimanche sur BFM TV.